Hier soir, l'adjoint au maire de Massy me disait « Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans avenir ». Et dans votre livre que j'ai lu assidûment, vous avez intitulé tout un chapitre « Combattre sans jamais renoncer ». D'ailleurs, vous connaissez peut-être la symbolique de la Khachkar qui a été introduite comme patrimoine de l'humanité à l'UNESCO, donc à l'ONU, et sa symbolique, elle a été citée comme telle, c'est-à-dire qu'on peut briser une pierre, on ne peut pas briser l'âme arménienne. Alors, en parlant de combat et en parlant de combat de mémoire, j'ai donc invité notre ami Armenag Abrahamian, qui est à l'ONU le représentant permanent de l'Assemblée des Arméniens d'Arménie occidentale et qui est également président du Conseil national de l'Arménie occidentale. Alors, pour certains, c'est peut-être une chose qui n'est pas connue, on peut se poser des questions, mais avant tout, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots quel est votre combat à l'ONU pour justement défendre le patrimoine, les traditions, les ressources génétiques de l'Arménie occidentale que vous représentez, acceptée comme telle et officiellement à l'ONU. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Alors, c'est ici ? Ça, c'est la flèche à droite. Donc, effectivement, je voulais vous remercier. Je voudrais particulièrement remercier M. Vincent Duclerc et M. Patrick Donabédian. Ils vous l'ont témoigné devant vous. Ce sont des experts, ce sont des spécialistes. Et effectivement, il existe aujourd'hui cette catégorie d'intellectuels proches des Arméniens ou chez les Arméniens. Deuxièmement, je voulais aussi véritablement marquer cette journée, une journée mémorable. Aujourd'hui, nous célébrons, et nous avons célébré ensemble, et vous l'avez écouté, donc l'anniversaire, le 155e anniversaire de Komidas, Baltabed. C'est exceptionnel, ça tombe aujourd'hui. Il y a une autre petite surprise, mais ça on verra pour la fin. Donc vous voyez qu'actuellement, nous vivons, et ce que vous avez vécu, ce que vous avez entendu, les vibrations que vous avez reçues, ce sont les vibrations de l'Arménie occidentale. Tout Komidas, ses recherches à travers tout le pays, ce sont des recherches issues de nos terres. Cette terre ancestrale, valorisée, bien entendu, par aujourd'hui des vestiges qu'on vous a présentés, valorisée, et bien entendu, par des recherches d'historiens qu'on vous a présentés. Donc nous vivons aujourd'hui pleinement l'Arménie occidentale, et l'Arménie occidentale qui s'est étendue jusqu'à la République d'Arménie d'aujourd'hui. Et vous allez voir sur le plan juridique jusque l'Alsar. Donc, effectivement, nous travaillons dans le cadre de l'ONU. Nous travaillons pourquoi dans le cadre de l'ONU? Qu'est-ce qui a fait que nous, au niveau des Arméniens d'Arménie occidentale, puisque moi je représente les Arméniens d'Arménie occidentale, nous avons décidé donc de rejoindre l'ONU et de défendre nos droits. Quels sont nos droits? Eh bien, effectivement, chers amis, chers compatriotes, nous avons les mêmes droits que toutes les autres populations qui se trouvent sur cette terre. Et ces droits-là sont déjà définis par le droit international public. Et donc tout notre travail à nous, c'est de mettre en place un dossier juridique, justement, comme vous l'avez précisé, M. Duclerc, qui nous permet justement de présenter à l'ONU, dans le cadre de différentes branches d'activité de l'ONU, donc notre existence, le droit à l'existence. Vous avez le droit d'exister comme vous le souhaitez. D'autant plus que vous faites partie de la nation arménienne. Qu'est-ce que ça veut dire, nation arménienne? Contrairement justement à ce que disait M. Duclerc, la nation arménienne n'est pas une minorité. La nation arménienne est une nation autochtone. C'est-à-dire qu'avant les Turcs, avant les Byzantins, avant les Arabes, avant toutes les autres populations qui ont pu exister sur nos territoires, il existait déjà les Arméniens. 10 000 ans d'existence, c'est-à-dire que quand je parle l'arménien,
Je parle une langue qui existait déjà 10 000 ans auparavant. Vous imaginez? Et comment on peut le prouver cela? Simplement par des tests ADN aujourd'hui. Et aujourd'hui, en Artsakh, et pour revenir sur l'Artsakh, c'est une population autochtone, ce n'est pas une population minoritaire religieuse. C'est très important dans le cadre de la définition de l'ONU. Et effectivement, il faut revenir sur ce point-là. Il faut bien comprendre que la richesse que l'on a, la richesse, le patrimoine qui existe en Arménie occidentale, c'est un patrimoine d'État. Ce n'est pas un patrimoine d'une minorité religieuse qui un jour a existé et ensuite s'est effacé, on va dire, et je vais revenir sur ces questions-là. Il faut savoir que les Arméniens existaient avant le christianisme. Nous avons des empereurs, comme Tikhon le Grand, qui a fondé un empire qui va de la Méditerranée jusqu'à la Caspienne. Mais la question n'est pas là. La question est de revenir sur l'actualité. La question est de revenir sur nos droits. Et effectivement, le 13 septembre 2007, 144 États de l'ONU reconnaissent aux peuples et nations autochtones leur droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous autodéterminer, c'est-à-dire de créer votre parlement, bien entendu dans un cadre démocratique, de créer un gouvernement, de former un gouvernement. Et qu'est-ce que nous avons fait? En fait, qu'est-ce qu'ont fait les Arméniens d'Arménie occidentale? Alors, on va revenir sur ce point-là, justement. Et donc, si Mais vous là, voulez... je voudrais qu'on traite d'abord, en 2 minutes, l'ONU. Parce que ça me paraît quand même très important. Parce que, finalement, pour beaucoup, l'Arménie occidentale, c'était fini, c'était mort, c'était enterré. Et puis, en parler, c'est soit une lubie, soit une utopie. Mais j'ai vu que vous citiez... que vous citiez, Vincent Duclerc, Herzl, dans votre livre. Et Herzl, il a écrit un livre qui fait date sur un État qu'il avait dans l'esprit. Et l'une des premières lignes qu'il écrit, c'est, il dit, mais je voudrais d'abord que l'on lève le doute sur le fait, sur la qualification d'utopie qu'on pourrait donner à mon livre. Et il dit, mon projet, je ne sais pas si moi je le verrai, mais je sais qu'il est bon, que mes enfants ou mes petits-enfants le verront, et effectivement, ces petits-enfants l'ont vu. Donc, on va en parler dans 2 minutes sur l'utopie ou pas du projet, mais en 2 secondes, est-ce que vos interventions à l'ONU, est-ce que vous arrivez à marquer des points, à faire avancer les choses? Alors, la situation de l'Arménie occidentale est quand même différente. C'est-à-dire que l'Arménie occidentale est l'un des premiers États au monde. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'Iran, vous avez la Chine, vous avez l'Arménie. Cette Arménie, qui se situe sur l'Arménie occidentale, est l'un des premiers États qui a existé au monde. Et c'est par des guerres que d'autres États ont été reconnus par l'Arménie occidentale. Et aujourd'hui, donc, l'Arménie occidentale n'a pas de siège comme État à l'ONU, mais fait partie des États, les premiers États au monde. Il faut tenir compte de ça, je vous en prie. Alors là, justement, dans ce cadre-là, c'est ce qui nous permet d'accéder à l'ONU en tant que nation autochtone et de participer à tous les travaux dans le cadre, justement, comme par exemple la réalisation d'un traité sur la protection des ressources génétiques, des savoir-faire traditionnels et des expressions culturelles. C'est-à-dire, nous avons directement, physiquement participé à l'élaboration de ce traité dans le cadre de l'Office mondial de la propriété intellectuelle, ce qui nous a permis aujourd'hui de montrer et de défendre, justement, par un texte juridique qui a été adopté par les États, je répète, les ressources génétiques. Qu'est-ce que c'est que les ressources génétiques? C'est tout ce qu'il y a de vivant sur nos terres. Qu'est-ce que c'est que les expressions culturelles? Lorsqu'on écoute Komidas, on comprend mieux ce que c'est que des expressions culturelles. Et qu'est-ce que c'est que nos savoir-faire traditionnels? À tous les deux. Les Arméniens du Dersim ont parlé tout à l'heure de l'Arménie occidentale et de ceux qui sont restés en Arménie occidentale. Alors, on parle de 3, voire 4, voire davantage millions d'Arméniens qui sont restés vivre sur leur terre. Alors,
Peut-être était-il 500 000 en 1915, et puis les familles se sont agrandies. Alors, de qui parle-t-on? On parle de femmes, de jeunes filles qui finalement ont été prises dans des familles turques. On parle de convertis qui vivent à Cachet. On parle d'enfants orphelins qui ont été adoptés. Et j'ai lu en préparation de cette réunion, parce que finalement mon travail c'est... Enfin, j'ai passé 15 ans dans un parti politique en France qui est actuellement au gouvernement, et mon rôle était d'organiser les conférences et les débats. Donc j'ai préparé celle-ci assidûment pour l'aniver avec vous. Donc j'ai lu un livre qui s'appelle « Les restes de l'épée ». Alors les restes de l'épée, il parle justement de cette situation. Qu'en pensez-vous? Et ensuite, à votre tour, vous direz ce que vous en penserez. Alors, il parle d'intégration. Comment intégrera-t-on ces Arméniens dans la communauté des Arméniens? Alors, en fait, bon, comme je l'ai dit, à l'apogée du peuplement, enfin, de la nation arménienne, hein, et je suis absolument d'accord avec vous sur la définition de nation autochtone, hein, donc il y a 2 100 000 Arméniens dans l'Empire ottoman, et à l'issue du génocide des Arméniens, à l'extermination, parce qu'on ne parlait pas encore de génocide, mais c'était un génocide, eh bien, il reste quelques dizaines de milliers, donc notamment à Constantinople, qui va devenir Istanbul. Mais il y a des survivants à qui on fait perdre en fait leur existence, en fait, leur âme arménienne. Hein. Donc là aussi, je veux dire, à partir du moment où on extirpe, je veux dire, d'enfants, de familles, ce qui fait leur existence, hein, eh bien, est-ce qu'on peut encore parler de survie arménienne? Il y a un cas, alors c'est le cas par exemple des jeunes filles qui sont transformées en esclaves sexuels, et on a beaucoup effectivement dans le cadre du génocide des Arméniens. Les enfants qui sont les fameux restes de l'épée, hein, parce qu'on tue effectivement les adultes, on garde les enfants, mais ces enfants-là, je veux dire, on leur enlève tout ce qui fait d'eux des Arméniens. Sauf que, et c'est très intéressant, il reste des choses. Il y a un livre extrêmement beau qui a été traduit donc aux éditions Actes Sud, hein, qui s'appelle Le livre de ma grand-mère. C'est l'histoire en fait d'une famille kémaliste, turque, parfaitement, je veux dire, appartenant entre guillemets à la race turque. Eh bien, la petite fille découvre que sa grand-mère, en fait, a été une jeune fille arménienne capturée par son grand-père. Et là, ça change tout, si vous voulez. Le livre est très très beau, et là il y a une transmission, c'est-à-dire que la petite fille a conservé quand même des éléments de ce qui faisait son âme arménienne. Et pour finir, il y a quand même, et là j'insiste encore sur le fait qu'il y a des justes turcs, il y a un accueil de la part notamment des Kurdes alévis. Donc les Alévis, c'est les chiites donc de l'Empire ottoman, de la Turquie, qui sont en partie persécutés par la majorité sunnite, il faut le savoir. Et les Kurdes alévis ont accueilli des survivants du génocide des Arméniens dans cette région qu'on appelle Dersim, hein, qui est donc au sud-est de l'actuelle Turquie. Et comme Mustafa Kemal, donc en 1936-1938, estimait que ces Kurdes alévis n'obéissaient pas à l'État central, a décidé de les exterminer, notamment en utilisant l'aviation de combat. Et l'un des avions, du reste, était piloté par sa fille adoptive, qui s'appelait Sabiha Gökçen. Et donc, ces Kurdes du Dersim ont été exterminés, mais dans ces Kurdes du Dersim, il y avait des Arméniens, vous voyez. Et en fait, l'ironie de l'histoire, et c'est absolument terrible, il faut vraiment la raconter parce que ça vous apprend beaucoup de choses, c'est que, en fait, Sabiha Gökçen, qui est la fille adoptive de Mustafa Kemal, a été adoptée par Mustafa Kemal à partir d'un orphelinat où il y avait des enfants arméniens. Et le fameux Randing, le journaliste Randing que j'ai évoqué, a démontré cela. Et donc ça veut dire que Mustafa Kemal a obligé finalement sa fille adoptive à détruire des Arméniens
auquel elle faisait partie. Vous voyez, et c'est au fond cette révélation-là qui a amené son assassinat donc, à Istanbul. Donc vous voyez combien effectivement, en retrouvant finalement l'histoire arménienne de la Turquie, de l'Empire ottoman, on restitue aussi aux Turcs eh bien, leur histoire. Aujourd'hui, les Turcs sont amputés de toute cette histoire. Et je veux dire, c'est injuste aussi pour les Turcs. Alors, Président Abrahamian, vous êtes président du Conseil national d'Arménie occidentale. Finalement, ces terres, c'est celles que vous défendez. C'est le mandat que vous ont donné les Arméniens d'Arménie occidentale. On était finalement arméniens avant le IVe siècle, évidemment. Alors, est-ce que arménien, c'est nécessairement être chrétien ? Et quelle est votre relation, finalement, comment défendez-vous, finalement, les positions de tous vos concitoyens qui sont présents sur place? Donc il y a quand même une approche sociale et une approche scientifique. Si on commence par le scientifique, vous savez très bien, enfin vous êtes peut-être informé, qu'actuellement en Arménie occidentale, enfin il y a quelques années en Arménie occidentale, il y a une volonté pour les populations locales de vérifier leur ADN, et ces populations locales, pour beaucoup qui se présentaient comme turcs, ont vu que leur ADN était d'origine arménienne. Donc si vous voulez, ça c'est l'approche scientifique, et aujourd'hui on ne peut pas remettre en question cette approche, c'est-à-dire que non seulement effectivement il y a eu un génocide des populations arméniennes en Arménie occidentale, mais il faut bien comprendre que dès la venue des Turcs par le Devshirme, c'est-à-dire dans les années 1200 en Arménie occidentale, les populations arméniennes ont été islamisées au fur et à mesure donc, de la force de l'islamisation qui s'est formée donc, sur nos territoires. Donc le Devshirme, c'est déjà un début de génocide par, on va dire, la transformation, pas l'intégration, l'assimilation des enfants aux populations turques qui ont envahi nos territoires. Donc il existe encore aujourd'hui une très forte population arménienne en Arménie occidentale. Il en existe d'ailleurs pas seulement en Arménie occidentale, il en existe aussi jusqu'au désert de Derzor, où vous avez par exemple des tribus qui s'appellent les Bakkara, qui sont 2 millions, 1 million en Irak, 1 million en Syrie. Donc si vous voulez, rien qu'une tribu, chez nous, peut faire l'objet donc d'une démographie de population équivalente presque, à peu de choses près, à la République d'Arménie d'aujourd'hui. Vous imaginez, ce sont des très grandes familles. Après le génocide des Arméniens, et là je voulais particulièrement remercier M. Duclerc, qui précise exactement, qui ne dit pas génocide arménien, vous l'avez tous remarqué, parce que le génocide c'est un crime. Et on ne dit pas que le crime est arménien. Il précise le génocide des Arméniens, c'est-à-dire d'une population physique existante. Et parce qu'en vérité, dès qu'on définit cette population, dans un cadre juridique, elle a des droits. Et là, à ce titre-là, je voudrais vraiment remercier M. Duclerc. Donc, pour revenir sur cette question, il faut bien comprendre que malgré le fait du génocide des Arméniens en Arménie occidentale, les populations ont été, donc, existaient, on va dire, bien avant le projet hamidien. Le projet hamidien, c'est simple. Abdulhamid II a formé la légion, enfin, des groupes hamidiés pour pouvoir détruire les populations arméniennes. Donc c'est un projet qu'il a réfléchi, et c'est ensuite que l'Arménie occidentale s'est fait appeler Anatolie par Abdulhamid II. Ça aussi, vous devez le savoir. Ceux aujourd'hui qui prétendent que notre pays, notre État, c'est l'Anatolie ou la Turquie, ils ne tiennent pas compte, justement, et pour revenir à ce que disait M. Duclerc, ils ne tiennent pas compte au fait que l'État arménien était reconnu en 1920. Alors, bien entendu, je reviendrai sur cette question un petit peu plus tard. Je voudrais simplement revenir sur Anaïd. Vous voyez, Anaïd, aujourd'hui, on en parle beaucoup en Arménie, c'est la déesse de la fécondité, de la nature, etc. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que les populations, alors kurdo-arméniennes, turco-arméniennes, alevi, moi je dirais plutôt arevi, c'est-à-dire adorateurs du soleil, arev, ces populations-là viennent boire le lait du sein d'Anaïd, c'est-à-dire une source qui jaillit dans le Dersim,
pour pouvoir justement se rapprocher d'Anaïde, Anaïde qui est la déesse donc, de la fécondité. Donc en fait, la déesse de votre cœur, c'est Anaïde. Si vous avez du cœur, c'est Anaïde. Je veux dire par là, ce sont des choses qui existent encore en Arménie occidentale, et Anaïde s'est transformée en Mariam, Sainte Marie, effectivement, au sein du christianisme. Ce sont des informations que je vous donne. Donc, on vit dans une situation géographique, mais dans un État ancien qui, justement, réunit toute cette richesse patrimoniale qu'on vous a présentée, que ce soit avant le christianisme ou que ce soit pendant et même après. Tout à l'heure, M. Donabédian, notre expert, vous a présenté l'église de Kars. L'église de Kars a été construite sur un des temples de Mir. C'est-à-dire qu'avant l'église de Kars, il y avait un temple où donc, les Arméniens, à l'époque, les anciens Arméniens, donc, adoraient la lumière. Ce sont les adorateurs de la lumière. Donc vous voyez, et donc ça s'est transformé en église, et l'église s'est transformée en mosquée. Tout nous appartient du début jusqu'à aujourd'hui. L'Arménie occidentale, elle a le lac de Van, le mont Sipan, vous voyez au fond le mont Ararat. C'est un territoire magnifique, c'est un territoire, bien entendu, qu'on a été obligé de quitter suite au génocide des Arméniens. Mais nous existons aujourd'hui, nous sommes vivants. Et pourquoi nous ne défendrions pas nos droits par rapport à ce territoire? Là est la question. La reconnaissance du génocide, on y a consacré presque un siècle. Et si vous voulez, je peux y revenir. J'ai des documents ici très importants sur cette question-là. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la défense de nos droits. Quand on parle de l'Artsakh, il faut savoir que l'Artsakh faisait partie de l'Arménie occidentale en 1920. L'Artsakh en faisait partie. L'Artsakh, l'Arménie occidentale, c'est-à-dire l'Arménie intégrale, a été divisée en deux. Une partie par les kémalistes, l'autre partie par les bolcheviks. Pourquoi nous, Arméniens d'Arménie occidentale, ici présents, on accepterait, on signerait ce partage de l'État qui a été reconnu? Il a été reconnu par qui? Par M. Georges Clemenceau. Eh oui. Il a été reconnu le 19 janvier 1920 par le président du Conseil suprême des Alliés. Alors, on peut, tous ces documents juridiques qui sont à ma disposition, qui sont aussi à votre disposition, on peut les brûler, on peut les jeter, on peut les oublier si vous voulez. Mais pourquoi? Pour quelles raisons on le ferait? Alors, est-ce qu'on peut parler 2 minutes, M. Duclerc et vous-même, du traité de Sèvres? Finalement, il y a un traité qui a été signé, on n'en parle plus, on l'a presque oublié, parce qu'on dit est venu ensuite un traité qui s'appelle de Lausanne. Mais finalement, et on en parlait l'autre jour, si aujourd'hui il y a un pays qui s'appelle Israël, c'est parce que le traité de Sèvres a donné mandat à l'Angleterre, mandat sur la Palestine, et c'est l'Angleterre qui a mis sur pied la séparation de la Palestine en deux et qui a créé Israël. L'article 97 du traité de Sèvres dit application immédiate. C'est-à-dire qu'on n'attend rien pour mettre en place ce traité. D'ailleurs, c'est ce qui a donné mandat aussi aux Français pour gérer la Syrie et le Liban. Donc ce traité de Sèvres aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? C'est fondamental. Le traité de Sèvres est un document fondamental pour les Arméniens, mais il s'appuie sur la déclaration de la Triple Entente. Et si vous regardez bien, le 24 mai 1915, donc la France, la Russie et la Grande-Bretagne, qu'est-ce qu'ils précisent? Et là, c'est pour renforcer ce que disait tout à l'heure donc M. Duclerc. En présence de ces nouveaux crimes contre l'humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime Porte qu'ils tiendront personnellement responsables des dits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. Nouveaux crimes, le mot nouveau, il l'enlève souvent, hein, sachez-le. Donc ça veut dire, nouveau crime, ça veut dire 1814, 1894, 1896, 1909 à Dana. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Donc, si vous voulez, il faut comprendre que nous avons des documents à notre disposition. Le traité de Sèvres,
le traité de Sèvres a eu des signataires. Le traité de Sèvres, alors, bon, on va passer donc la question de la reconnaissance de l'indépendance de l'Arménie occidentale par la Russie, si vous voulez. On va passer aussi l'intervention de l'armée française pour la libération de la Cilicie. Il faut savoir que la semaine dernière, nous avons célébré les 114, comme disait M. Donabédian tout à l'heure, ou M. Duclerc, le 114e anniversaire du sauvetage des Arméniens de Cilicie, ce qui est fondamental pour nous, puisque en fait, la Légion d'Orient a été formée par l'armée française, par la Légion étrangère française, comme noyau de l'armée arménienne en Arménie occidentale. C'est fondamental. Ça, c'est pour le sauvetage. Je voudrais revenir sur un point. Je voudrais revenir sur ce point et je vais vous parler du traité de Sèvres. Comment ont été sauvés les Arméniens du Moussadar? Les Arméniens du Moussadar ont été sauvés parce qu'ils avaient avec eux un drapeau rouge. Et vous allez voir comment c'est important pour nous, ce drapeau rouge. Et ce drapeau rouge est devenu ensuite le drapeau de la Cilicie. Et vous voyez les 4 petites croix et la croix du milieu représentant les Arméniens, une des petites croix représentant les Assyriens, les Chaldéens, les Grecs et les Syriaques. Eh bien, figurez-vous que vous retrouvez aujourd'hui dans le blason d'Aix-en-Provence ce drapeau. Vous vous rendez compte? Le lien qu'il y a entre la Cilicie et Aix-en-Provence, il est direct. Vous regardez le blason à travers donc les rues, à travers toutes les cérémonies qu'on est en train de vivre, et vous verrez que vous retrouverez le drapeau de la Cilicie, Aix-en-Provence. Et ce drapeau de la Cilicie a été récupéré par la Géorgie en 2004. Alors, j'aimerais aussi que la salle puisse vous poser des questions à tous les deux et que l'on parle aussi de, finalement, le futur. Alors où va-t-on demain? Quelles sont les voies? Justement, ce qui compte pour nous, c'est les documents juridiques que nous avons, comme le traité de Sèvres, par exemple. Ce traité de Sèvres, il y a eu des signataires. Il faut bien comprendre que les signataires du traité de Sèvres ne sont pas les mêmes signataires du traité de Lausanne. Et un traité ne peut pas remplacer un autre traité si au moins les signataires ne sont pas les mêmes. Et il faut comprendre autre chose. Ce traité de Sèvres, il a été préparé à la conférence de Londres en février 1920. Il a été validé à la conférence de San Remo le 24 avril 1920. Il a été ensuite donné aux Turcs, à la Turquie, le 11 mai 1920. Le 11 mai 1920, la Turquie avait un mois pour rendre leur réponse. Ils ont rendu leur réponse le 25 juin 1920, en disant on ne reconnaît pas l'Arménie du traité de Sèvres, avec les provinces, effectivement, on reconnaît l'Arménie du traité de Batum, c'est-à-dire 10 000 km². Le Conseil suprême, une nouvelle fois, après avoir validé le traité de Sèvres, refuse à la Turquie et déclare, par l'intermédiaire de la Grèce, la guerre donc, au mouvement kémaliste. Et pas seulement au mouvement kémaliste, au mouvement aussi du sultan. Le sultan, le 23 juillet 1920, forme un conseil de souveraineté et décide d'envoyer Ferit Pacha signer le traité de Sèvres. Un sultan ottoman, turc, qui envoie son vizir signer le traité de Sèvres, ça veut dire la ratification d'un traité. Puisque dans la constitution ottomane de 1920, le sultan est irresponsable. Mais de toute façon, l'article 97 dit application immédiate du traité. Oui, mais ce qu'il faut dès la signature. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Turquie a ratifié. C'est ça, ça qui est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi y a-t-il un syndrome du traité de Sèvres en Turquie? Pour cette raison-là. Alors, est-ce qu'on peut donner aussi la parole à la salle? Est-ce que quelqu'un souhaite poser des questions à nos deux intervenants? Monsieur. Merci Josette d'avoir bien voulu être la passeuse de micro. Daniel Baloyan, petit-fils de rescapé du génocide. Il me semble que l'Azerbaïdjan et l'Arménie et la Turquie font partie de l'ONU. Je crois avoir compris que M. Macron voulait se battre contre le droit de veto
puisqu'on ne peut pas faire sortir un pays qui appartient à l'ONU. Si je pense que c'est ça, hein. On ne peut pas faire partie, même après des meurtres comme ils ont fait, on ne peut pas exclure ni l'Azerbaïdjan ni la Turquie. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est sans fin. Alors, je vous remercie je n'ai pas saisi la question, mais simplement, je voudrais quand même vous faire comprendre que pour nous, c'était très important que les Arméniens d'Arménie occidentale fassent partie de la communauté internationale, y compris devant nous l'Azerbaïdjan, y compris devant nous la Turquie. Que lorsque nous intervenons au sein de l'ONU, l'Azerbaïdjan nous répond. Et figurez-vous qu'il y a aussi la République d'Arménie qui intervient pour justement, souvent, appuyer ce que nous dénonçons vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Pourquoi? Parce que nous, l'Artsakh, pour nous, fait partie de l'Arménie de 1920. Comme je vous ai dit, nous ne cautionnons pas le démantèlement de notre État. Ça signifie que lorsque nous intervenons devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque nous sommes les seuls à le faire, pour défendre, parce que j'ai mandat des Arméniens d'Artsakh pour défendre leurs droits au niveau de cette Cour, nous associons l'Artsakh à l'Arménie occidentale. C'est fondamental. Si nous n'avions pas l'existence de l'Arménie occidentale aujourd'hui, nous ne pourrions pas solliciter les juges de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous vous rendez compte? Merci. Comment c'est fondamental? Monsieur Duclercq voudrait intervenir aussi. Oui, simplement juste pour rappeler de manière un peu plus large que voilà, les Arméniens, l'Arménie, la République d'Arménie sont quand même dans une grande solitude diplomatique et stratégique. Je veux dire, l'Azerbaïdjan, la Turquie ne sont pas condamnés à la fois pour le génocide. Enfin, aujourd'hui, ce ne sont pas les États qui ont commis le génocide, mais ils sont héritiers des États qui ont commis, en tout cas pour la Turquie, le génocide. Donc, il faut savoir, par exemple, que donc un éminent intellectuel et député de travailliste s'appelait Whittaker, en 1983, fait un rapport pour la sous-commission des droits de l'homme sur les génocides. Il mentionne le génocide des Arméniens. La Turquie bloque ce rapport. Donc, en fait, ce qui aujourd'hui est possible, simplement, c'est, je veux dire, à la fois de mieux faire reconnaître le génocide de 1915 grâce à ce corpus juridique qu'on a, je pense, assez bien détaillé. Ça, c'est un premier point. Et de mieux qualifier ce qui se passe, ce qui s'est passé donc au Haut-Karabakh, en Artsakh, et d'insister sur le risque aujourd'hui de voir une partie ou même la totalité de la République d'Arménie envahie par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan convoite la partie sud de l'Arménie, qui s'appelle le Sunnik, pour faire un lien territorial entre l'Azerbaïdjan et une enclave qui était auparavant arméno-azerbaïdjanaise et qui est devenue totalement azerbaïdjanaise, qui s'appelle le Nakhitchevan. Donc là, vraiment aujourd'hui, l'urgence, c'est de défendre la République d'Arménie, qui, je veux dire, est en danger de mort. Et aujourd'hui, le pouvoir donc de Pachinian, qui est un pouvoir démocratique, essaye de gagner du temps, de renforcer les alliances avec la France, avec la Géorgie, si c'est possible, avec les États-Unis, de manière à survivre face à des risques d'attaque azerbaïdjanaises. C'est vrai que l'Azerbaïdjan n'attend au fond qu'une provocation pour attaquer l'Arménie. Donc la situation est vraiment tendue et finalement la seule chose qui peut être faite, c'est de faire comprendre cela aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Mais vous dites dans votre livre que finalement le négationnisme, il est intrinsèque au génocide, il existait même avant la planification du génocide. C'est-à-dire que les Turcs ont commencé à préparer le négationnisme en même temps qu'ils ont lancé le génocide. Enfin, donc le secret accompagne un génocide. Et justement, s'il y a secret, c'est bien la preuve que les auteurs du génocide ont conscience, je veux dire, de la gravité de leurs actes. Parce que sinon, effectivement, il n'y aurait pas de secret. Donc c'est un secret, comme l'a écrit notamment un historien allemand, les chambres à gaz, c'est un secret d'État. Oui, c'est un secret. Et donc il faut percer, il faut briser effectivement ces secrets. Mais je pense qu'aujourd'hui, parce que c'est important, je pense, pour le public de savoir qu'aujourd'hui, il y a des réalités à la fois géopolitiques et des réalités sur la survie des Arméniens qui se jouent maintenant en Arménie orientale, au niveau de la République d'Arménie. Et là,
il est très difficile, je veux dire, d'imposer, par exemple, des sanctions à l'Azerbaïdjan, compte tenu aussi, notamment, des liens entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, hein, en particulier avec le gaz, qui est du reste le gaz russe. Hein. Mais il faut, je pense, faire une pression morale. La pression morale, elle existe. Hein. Les dictateurs n'aiment pas du tout se voir effectivement désignés comme criminels par des associations, par des instances et peut-être par les Nations Unies. Donc, visiblement, vous êtes d'accord tous les deux pour dire que le premier volet, c'est le juridique. Alors, il y a quand même restaurer les droits. Il y a quand même un point au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que le centre juridique de l'Union européenne, c'est quand même les droits de l'homme. C'est-à-dire que tout se base sur les droits de l'homme. Et l'Azerbaïdjan, et c'est pour cette raison qu'il y a donc des délégations de l'Union européenne qui sont des observateurs au niveau, donc, on va dire, des frontières administratives, et je ne dirais pas internationales. Je sais pourquoi je dis ça, donc actuellement en Arménie, qui observent, et l'Azerbaïdjan, et les faits et gestes de l'Azerbaïdjan. Et il faut savoir que ici, nos interventions au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme poussent aussi ces acteurs-là à intervenir pour pouvoir mieux comprendre la situation. Donc, il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'en ce qui concerne le traité de Sèvres, le traité de Sèvres, c'est 433 articles. Il faut savoir que pratiquement pour chaque article, il y a des traités, on va dire, additionnels. Chaque article. Je vous donne par exemple le traité, l'article 93, où il est particulier. L'Arménie accepte et donne son accord en vue de définir un traité avec les puissances alliées et les dispositions pour être jugées nécessaires. Ça veut dire que l'Arménie, c'est-à-dire nous, puisqu'on parle de l'Arménie de 1920, on ne parle pas de l'Arménie de 1991, nous pouvons traiter directement avec les États qui ont eux-mêmes signé le traité de Sèvres. En signant le traité de Sèvres, ils l'ont tout de suite appliqué. Je pense à la France tout de suite et à la Grande-Bretagne. La France, ils l'ont appliqué donc, pour les mandats qu'il y a eu en Cilicie, Syrie, et la Grande-Bretagne pour les mandats qu'il y a eu en Irak. Donc il faut bien comprendre que le traité, non seulement il a été signé, ratifié par la Turquie, mais il a été aussi appliqué. Tous ceux qui vous ont expliqué le contraire, nous, on a la possibilité, on a la capacité de vous démontrer les choses avec des preuves. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a un article qui est destiné au tracé de la frontière entre la Turquie et l'Arménie occidentale. Ce tracé de la frontière, cette frontière qui, tout à l'heure, donc M. Duclerc vous a présenté, il faut bien comprendre que cette frontière-là est la seule frontière internationale qui existe jusqu'au Japon. C'est-à-dire que toutes les frontières qui existent dans l'ex-Union soviétique, ce sont des frontières administratives. Ce ne sont pas des frontières basées sur les nationalités. Avant, on traçait des frontières sur les nationalités. C'est maintenant seulement avec les accords Alma-Ata, etc., que vous avez peut-être l'occasion d'écouter, qu'on trace des frontières, non pas sur les nationalités, mais sur des limites administratives, comme les limites soviétiques, entre les États soviétiques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des frontières qui sont reconnues par des traités internationaux. Donc, est-ce qu'il y a une autre vous imaginez, question vous imaginez le dossier juridique en possession de l'Arménie occidentale. Dossier juridique en possession de l'Arménie occidentale qui ne veut pas être pris en compte par l'Arménie aujourd'hui orientale, la République d'Arménie et le gouvernement d'Yerevan. Donc il faut bien comprendre cette situation-là. Il ne faut pas lâcher prise sur notre dossier juridique. On a besoin de juges. On a besoin de solliciter des juges. Non, mais on a même Luis Moreno Ocampo. Non, des juges, des vrais juges, des juges en exercice. On a besoin de solliciter des juges en exercice. Il existe 3 cours internationales sur lesquelles on peut commencer à travailler. On a déjà démarré par rapport au mandat sur l'Artsakh, sur la Cour européenne des droits de l'homme. Il existe aussi, bien entendu, le tribunal pénal international, mais pour ça, il faudrait qu'on puisse gagner au moins un procès pour qu'ensuite on puisse continuer. Et vous savez très bien que l'Arménie a sollicité le tribunal international de justice. Donc, la Cour internationale de justice. Donc, si vous voulez, on a la capacité, et on l'a tous ensemble, hein, parce qu'en vérité, et c'est ça mon message, c'est que l'Arménie, elle vit en vous. Et je sais très bien qu'elle vit en vous. Et si elle vit en vous comme elle vit en moi, dans ces conditions, il faut qu'on poursuive notre travail. Entre ne rien faire et faire la guerre, il faut faire des actes juridiques. Il faut qu'on fasse un dossier juridique. Il est fait, je vous rassure. Enfin, en tout cas, il est bien lancé. Il faut qu'on le renforce. On a besoin donc
de votre arménité à vous pour poursuivre ce travail. Donc s'il y a des juges dans la salle qui veulent se joindre à notre combat, ils sont les bienvenus. Bien sûr. Alors, premier volet juridique pour le futur de nation arménienne. Ensuite, des questions dans la salle, mais moi je voudrais poser une question. Finalement, la plupart des Arméniens ici présents et en France viennent d'Arménie occidentale. C'est-à-dire que nous sommes les descendants des rescapés du génocide. Et partout sur la planète, ceux qui sont dispersés avant 1991 venaient aussi de l'Arménie occidentale. C'est-à-dire que lorsque vous défendez les droits des Arméniens d'Arménie occidentale, vous ne parlez pas évidemment que de ceux qui sont restés sur place, enfouis, cachés, convertis. Vous parlez en fait sur la planète entière, en fait, la grande nation arménienne issue des rescapés du génocide. Dans un cadre démocratique et dans un cadre juridique, il faut que nos élus, il faut que moi, si je suis un élu, votre élu, je dois avoir votre mandat. Donc pour cela, vous devez être citoyen de l'Arménie occidentale. C'est pour ça qu'on a mis en place donc, la citoyenneté de l'Arménie occidentale, qui est totalement reconnue par l'ONU et par justement la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Donc si vous voulez, de ce côté-là, on n'a aucun problème. Simplement, il faut se reconstituer. Si on ne se reconstitue pas, on peut ne pas se reconstituer. On peut donner la charge à l'Arménie d'aujourd'hui de pouvoir éventuellement construire un avenir pour nous tous. Mais vous voyez très bien l'actualité et vous voyez très bien que ce n'est pas le cas, puisque vous avez bien vu avec l'Artsakh ce qui s'est passé donc, l'année dernière, c'est-à-dire que la République d'Arménie n'a pas voulu sauver les Arméniens d'Artsakh en Artsakh. Elle ne s'est pas donné les moyens donc, militaires de faire face à l'Azerbaïdjan comme nous y avons fait face durant la Première Guerre. Et je dis bien nous, c'est pour cette raison-là que nous avons, nous, reconstitué le Conseil national de l'Arménie occidentale à Chouchi, c'est-à-dire sur un territoire libéré, qui n'a jamais et qui n'a jamais fait partie et qui ne fera jamais partie de jure à l'Azerbaïdjan. Ça, il faut bien comprendre. C'est pas parce que, une seconde, c'est pas parce que l'Azerbaïdjan emploie la force militaire, c'est pas parce que l'Azerbaïdjan emploie la force militaire pour mettre à genoux les Arméniens que l'Azerbaïdjan est dans son droit. C'est à nous de faire ce travail. C'est à nous, justement, de solliciter les juges, de leur donner les moyens d'intervenir, si c'est possible. C'est eux qui décident en notre faveur. Alors, Monsieur le Président, on me dit qu'il nous reste 7 minutes, parce qu'on a pris beaucoup de retard pour des raisons involontaires aussi. Et dans 7 minutes, on doit donner la parole à la sénatrice d'Eveza, qui, à la demande de Madame le maire, va clôturer cette soirée. Mais il reste 2 questions, dont une, elles sont toutes les deux journalistes et arméniennes. Je voulais poser une question. On s'est rendu compte que l'Azerbaïdjan se servait beaucoup de l'environnement, de la défense de l'environnement pour faire des actions contre les Arméniens. On l'a vu d'ailleurs au moment du blocus, c'était des manifestants qui étaient là pour justement empêcher la sortie du corridor de la Chine des Arméniens qui voulaient rejoindre soit l'Artsakh, soit l'Arménie mère patrie. On voit peu de temps après l'épuration ethnique que l'Azerbaïdjan récupère l'organisation de la COP 29, donc la COP qui est pour la défense également de l'environnement. Donc moi je ne comprends pas vraiment comment c'est possible cette situation. Est-ce que vous avez une explication en dehors de la caviar connection, de la diplomatie du caviar, qui fait qu'effectivement, quand on arrose large, on sème ce qu'on récolte et on se retrouve effectivement dans une position de leader? Ok, Monsieur Duclerc va répondre. Je vais répondre brièvement et je pense que voilà, c'est important au public de comprendre que, je vais le redire, c'est qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est absolument terrible pour l'Arménie, qui est, il faut bien se rendre compte, extrêmement isolé, face à des États non seulement très puissants militairement, mais aussi despotiques politiquement, et qui ont des systèmes d'alliance très prononcés. L'Azerbaïdjan et la Turquie, je veux dire, agissent ensemble. Je veux dire, la guerre, elle a été menée par les deux pays. C'est la Turquie qui a, au fond, piloté l'état-major azerbaïdjanais contre l'Artsakh et contre la République d'Arménie.
il faut rappeler que la Turquie appartient à l'OTAN, d'une certaine manière. Donc c'est l'OTAN qui a au fond fait la guerre contre l'Arménie. Voilà, on peut s'interroger aussi quand même sur cette situation-là. L'Azerbaïdjan est proche de la Russie qui a lâché l'Arménie. Auparavant, en fait, les Arméniens pensaient que la Russie allait les protéger. En fait, à cause de la révolution de velours de Pachinian, à cause de la démocratisation de l'Arménie, c'est très bien, eh bien, les Russes ont abandonné, voire ont décidé de supprimer l'Arménie, comme les Russes ont décidé largement de supprimer l'Ukraine. Donc aujourd'hui, puisque les Russes ne peuvent pas faire la guerre pourraient, mais enfin, ils ont décidé de faire la guerre contre l'Arménie via l'Azerbaïdjan. C'est l'Azerbaïdjan qui règle son compte à l'Arménie. L'Azerbaïdjan a aussi le soutien d'Israël, bizarrement. Pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan... Ça aussi, c'était une question pour moi. Pardon ? Ça aussi, c'était une question pour moi. Alors, en fait, je vais y répondre. C'est-à-dire que, en fait, on le voit bien, je veux dire, Israël et le gouvernement Netanyahou, mais Israël, fondamentalement, a un ennemi qui est l'Iran. Et donc, tout pays qui s'oppose à l'Iran est un allié d'Israël. L'Azerbaïdjan et l'Iran sont en conflit froid. Eh bien, Israël soutient l'Azerbaïdjan et donc, au fond, permet à l'Azerbaïdjan d'éliminer une nation qui est quand même issue du génocide. Les services iraniens disent qu'ils ont monté une base des Israéliens là-bas. Donc, aujourd'hui, je veux dire, le rapport de force, il est vraiment en faveur de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Et ça explique pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan peut signer un contrat, je veux dire, faramineux de gaz avec l'Union européenne, que l'Azerbaïdjan peut recevoir la COP, la prochaine COP, que l'Azerbaïdjan a, je veux dire, son championnat de Formule 1, etc. Donc, aujourd'hui, vous avez raison de parler des juges, mais les juges, la temporalité de la justice, elle est très très lente. Et aujourd'hui, les seules possibilités, c'est d'abord effectivement de faire ce que l'on fait, c'est-à-dire effectivement d'informer le public, je veux dire de défendre le patrimoine, l'art, de créer. Moi, je pense que créer un musée, ça a du sens. Et puis, effectivement, de bien dire quand même qu'il y a des victimes, il y a des bourreaux, de désigner. Et ça, c'est fondamental. Et quand même, la pression morale, de mon point de vue, elle est forte, elle existe. Et c'est ce que détestent aussi à la fois la Turquie ou les Azerbaïdjans qui veulent apparaître aussi comme des grandes nations civilisées. Eh bien, ce n'est pas le cas, il faut le dire. Mais vous avez créé un bureau, une équipe ? Vous travaillez ? Oui, on travaille en historien, bien sûr, et on essaye. Si vous voulez, les historiens ne sont pas là pour être, si vous voulez, les soutiens diplomatiques des nations. Mais en revanche, lorsqu'on transmet notre savoir, on peut agir, vous voyez. Notre savoir doit être un savoir scientifique, mais il peut être transmis. Du reste, il est transmis aussi grâce aussi à l'enseignement, car les professeurs font un travail très important sur les génocides, sur le génocide des Arméniens, qui est au programme des collèges et des lycées. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est des éléments qui permettent quand même de rééquilibrer un tout petit peu le rapport de force qui aujourd'hui est très défavorable aux Arméniens. Et c'est pour ça, effectivement, qu'il faut se mobiliser pour eux. Mais est-ce que la nation arménienne... Alors, il y a un point qu'on pourrait quand même analyser, puisque ça fait partie aussi de notre travail, c'est que effectivement l'Azerbaïdjan occupe l'Artsakh, a eu l'appui évidemment d'une coalition internationale pour pouvoir réaliser cette opération militaire, et particulièrement aussi l'appui de la Russie par rapport à la guerre, bien sûr, qu'elle mène contre l'Ukraine. Et il faut quand même saisir aussi un élément. C'est que l'Azerbaïdjan a perdu aussi une partie de sa souveraineté par ce fait-là. C'est-à-dire que ça ne va pas être facile pour l'Azerbaïdjan de se libérer de la Russie. Et ça, nous devons... je ne dis pas que ça résout nos problèmes, ça ne résout rien du tout. Simplement, on doit l'analyser. La COP29, le circuit de Formule 1, toutes ces choses-là, c'est un peu du paraître. Par rapport à des problématiques très fondamentales que va vivre l'Azerbaïdjan, que vit l'Azerbaïdjan et que va vivre l'Azerbaïdjan. Après, vous savez très bien, vous êtes tous informés, que l'Azerbaïdjan aussi appuie on va dire, les structures autochtones ou indépendantistes, même en France. Et là aussi, notamment en Nouvelle-Calédonie. Et là aussi, nous, de notre côté, on travaille beaucoup avec les... D'accord. Mais en ce qui nous concerne, moi... Ça nous concerne. Ah. Ben oui, parce que ça nous concerne. Il faut bien comprendre que la France est directement
impliqué par tout ce qui se passe, par ses positions. Mais il faut quand même rappeler que c'est la France qui, en premier, par son tribunal administratif en 2019, a coupé, a stoppé les jumelages entre les villes de France et les villes d'Artsakh. Donc ça a été un précédent presque juridique pour l'Azerbaïdjan et pour Aliyev. Donc attention, on a bien analysé la situation, on sait exactement ce qui se passe, on sait ce qui est fondamental, on sait ce qui est superficiel. Et donc, si vous voulez, nous, on essaye, en tout cas pour le Conseil national, de régler les problématiques fondamentales. C'est pour cette raison que dans nos procédures, on intervient, non seulement ce sont des procédures individuelles, mais ce sont aussi des procédures collectives par rapport au patrimoine arménien qui est complètement détruit. Je rappelle, presque 1500 églises sont en cours de destruction en Artsakh. Alors, on me fait un signe qu'il faut vraiment accélérer, oui. Mais le titre de la conférence, c'est « Le futur de la nation arménienne ». Si on prend ce terme-là de façon générique et globale, on a vu une photo qui est parue dans la presse hier et aujourd'hui. Certains comprendront à quelle photo je fais allusion. Est-ce qu'on peut imaginer tout de même, parce que nous, on ne parle pas que des quelques millions d'Arméniens qui vivent dans l'Arménie de 1991, on parle de tous les millions d'Arméniens à travers la planète. Est-ce qu'on peut imaginer un quelconque traité de paix avec la Turquie qui enterrerait l'Arménie occidentale et les héritiers, les descendants des rescapés du génocide? Alors, j'ai une première réponse. J'aimerais une réponse des deux côtés. J'ai une première réponse, simplement, pour vous montrer que ça, c'est la résolution politique de la question arménienne de 1987, votée par le Parlement européen. Et c'est marqué et souligné avec force, après avoir reconnu un génocide, vous imaginez, au cœur de l'Europe, reconnaît un génocide et souligne avec force que la reconnaissance de ces événements historiques en tant que génocide ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matériel à l'adresse de la Turquie actuelle. On est d'accord, il y a un gros problème là au niveau du Parlement européen. Nous y avons travaillé et voilà ce qu'on a réussi à faire. Alors, quatrièmement, solution donc pour le centenaire du génocide des Arméniens donc en 2015. Quatrièmement, soutient les efforts déployés par la communauté internationale pour empêcher les génocides, rétablir les droits des peuples victimes de génocide, on parle de nous là, et instaurer une justice historique. Simplement pour vous montrer, pour vous démontrer même qu'en travaillant, on arrive à changer les textes. En changeant les textes, on arrive à changer notre position et à renforcer nos droits au niveau donc, des États génocidaires. Donc, M. Duclercq. Et ensuite, on a deux dernières questions. Une de la salle. Moi-même, j'ai une question. Et on clôture avec la sénatrice. Le négationnisme est absolument insupportable. Donc là, quoi qu'il arrive, la négation du génocide des Arméniens, comme la négation de la Shoah, doit être combattue. La négation de la Shoah, elle est combattue grâce à une loi qui est très importante, qu'il faut défendre, la loi Guesso, qui est tout à fait à l'honneur de la France. Il faut effectivement établir sur la base effectivement, de ce corpus juridique concernant l'extermination des Arméniens une loi équivalente pour refuser la négation, en particulier dans notre pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est effectivement d'amener la Turquie, en particulier, mais aussi l'Azerbaïdjan, qui a le même agenda, à la reconnaissance du génocide des Arméniens. Et ça ne pourra se faire, en fait, qu'avec une évolution de la Turquie et de l'Azerbaïdjan vers la démocratie. C'est ça. C'est-à-dire la démocratie permettra effectivement à la Turquie de reconnaître, la vérité. La démocratie est attachée à la vérité. Donc c'est assez simple, si vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le soutien qu'on doit accorder aux universitaires turcs, par exemple, qui sont réfugiés dans notre pays parce qu'ils ont fui la dictature d'Erdogan, il faut effectivement
bien se rendre compte qu'il y a une solidarité qu'on doit avoir aussi avec les démocrates turcs, comme avec les démocrates azerbaïdjanais. La France accueille notamment un journaliste qui a été victime de 2 tentatives d'assassinat sur le sol français, qui est protégé maintenant lourdement par la police française, et qui est effectivement un opposant au dictateur Aliyev. Donc ça, c'est effectivement des éléments. Il faut qu'il y ait une internationale des démocraties, comme il y a au fond une internationale des dictatures, et c'est notre modèle, si vous voulez, qui effectivement permettra un jour de gagner et de faire reconnaître effectivement la vérité au niveau international. Alors, et ça nous permet... Alors, puisque on a une question... Oui. Alors, dernière question. Mais oui. Puisque la voie de sortie, enfin, la voie d'avancée, c'est la démocratie, puisque en face de nous, nous n'avons pas de démocratie ni en Turquie ni en Azerbaïdjan, mais nous avons un État démocratique européen qui pèse sur la planète et qui, lui, a reconnu sa participation à l'organisation, l'exécution, à travers ses officiers présents sur place, de ce génocide. Est-ce que ce n'est pas à travers ce pays, c'est-à-dire l'Allemagne, que l'on pourrait avancer ? Alors, effectivement, dans la mesure où l'Allemagne a reconnu sa complicité dans le crime de génocide, moi je propose que, d'ailleurs ça aurait dû être fait depuis longtemps, je propose qu'on fasse une commission spéciale dont vous pourriez participer, justement, puisque vous êtes intéressé sur cette question, en partenariat avec nos experts, pour pouvoir justement faire un dossier, préparer un dossier, de la part donc des Arméniens d'Arménie occidentale, de la part du Conseil national de l'Arménie occidentale, pour pouvoir justement travailler avec l'Allemagne sur cette question. Merci. Monsieur Leclerc. En fait, donc la déclaration glauque, c'est-à-dire effectivement du président allemand, très importante, parce qu'en 2015, il reconnaît la complicité de l'Allemagne, qui effectivement était alliée de l'Empire ottoman, et qui, je veux dire, non seulement n'a pas arrêté l'Empire ottoman alors qu'elle aurait pu le faire. Si l'Allemagne avait dit à l'Empire ottoman, maintenant c'est terminé, si vous continuez le génocide des Arméniens, nous on s'en va, l'Empire ottoman s'effondrait militairement. Ça n'a pas été fait. Et là, courageusement, l'Allemagne l'a fait. Maintenant, je veux dire, moi je suis d'accord que l'Union européenne a été créée sur les droits de l'homme, mais je veux dire, là, on est obligé de regarder, je veux dire, la réelle politique, comme on dit. Quel est le pays en Europe qui va effectivement être prêt à des crises diplomatiques pour défendre la reconnaissance du génocide des Arméniens? Aucun. Je veux dire, l'Allemagne, par exemple, qui a pu faire preuve de courage et qui a quand même aussi reconnu de manière très très claire et je veux dire forte la Shoah, dire, à une grande minorité turque en Allemagne, et a très peur, je veux dire, des réactions de cette minorité si on avance trop sur le génocide des Arméniens. Vous voyez, donc, je veux dire, le chemin est très très étroit, hein, et c'est certain qu'on rêverait effectivement d'avoir des rafales aux couleurs de l'Union européenne tournées dans le ciel de l'Arménie pour dire aux Azerbaïdjanais non, maintenant c'est terminé effectivement et vous ne bougez plus. Mais c'est pas ainsi que ça se passe. C'est malheureux à dire. Je veux dire, il y a des intérêts économiques, des intérêts stratégiques qui font que les Arméniens sont vraiment seuls et que c'est réconfortant, effectivement, de voir que vous êtes présents pour eux aujourd'hui. Merci beaucoup. La dernière question est posée par M. Vartagnan. Oui, je voudrais vous remercier pour vos interventions, monsieur, tous les deux d'ailleurs. Et par contre, moi je ne comprends pas. Ça fait 100 ans que la communauté arménienne demande la reconnaissance du génocide. Il y a la cause arménienne, donc elle est défendue dans toute la diaspora. Aujourd'hui, on se retrouve avec des situations. Vous nous parlez de juridique. Moi, je veux bien tout ce que j'ai entendu, ce que vous dites. Mais nous, pendant des années, on s'est battu pour la reconnaissance du génocide. Et aujourd'hui, on voit la situation. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'Azerbaïdjan récupère l'Artsakh, les Arméniens fuient l'Artsakh, et si on attend encore une centaine d'années, comme vous venez de le dire, mais il ne restera plus l'Arménie, il ne restera plus rien si on attend encore juridiquement. Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres pistes à voir, et je comprends que vous dites que c'est juridiquement, mais à mon avis, il y a un problème. Ça, c'était la première des choses. La seconde, si vous avez parlé du traité de Sèvres, je veux bien, mais vous n'avez pas parlé du traité de Lausanne.
Le traité de Lausanne, Nous sommes pas on ne parle plus de l'Arménie. Nous ne sommes pas signataires du traité de Non, Lausanne. d'accord, mais on ne parle plus de l'Arménie. Mais ce n'est pas notre traité. Et c'est le traité de... D'accord, mais... Il ne correspond pas à notre territoire. Il faut savoir que les États-Unis n'ont pas signé non plus le traité de Lausanne, n'ont pas reconnu l'intégrité territoriale de la Turquie actuellement, et ils ont un traité de nature économique avec la Turquie, c'est ce qui les fait fonctionner avec la Turquie. Je parle des États-Unis actuellement. Oui, mais je veux bien, mais le traité de Lausanne, c'est celui qui a été appliqué. On devait récupérer des territoires, nos frontières, je ne vais pas dire historiques, puisque elles étaient plus étroites. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste à la petite Arménie, qui est amputée encore tous les jours par des petits vilayettes, et si on attend encore 100 ans, il ne va plus rien nous rester. Il faut bien comprendre. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Hein. Il y a plusieurs traités qui ont... Rien. Je comprends. Il y a plusieurs traités qui ont tout fait pour contourner le traité de Sèvres, y compris le traité de Lausanne, mais ça n'a rien à voir avec le traité de Sèvres, ça n'a rien à voir avec les territoires arméniens. Vous avez le traité de Moscou en 1921, bien avant le traité de Lausanne. Vous avez le traité de Kars aussi. Vous avez le traité de Batum en 1918. Ce que je veux dire par là, tous ces traités-là, ce sont des traités qui ont existé pour vous faire croire à vous que les Arméniens n'ont plus aucun droit sur cette terre. Et là, vous vous êtes trompés. Parce que les Arméniens ont toujours des droits sur leur terre à eux qui leur appartient. Mais alors comment se fait-il que jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens? Regardez le Parlement européen. Comment se fait-il? Il n'y a rien qu'on a Le pas Parlement européen, en 1987, et toute la communauté arménienne de France et de Navarre était présente à Strasbourg pour défendre la reconnaissance du génocide par le Parlement européen. Et vous avez vu l'article 2, c'est noté, vous n'avez plus aucun droit. Eh bien nous sommes contre cet article 2. Nous avons travaillé sur le Parlement européen justement pour changer cet article, et ça a été changé. Mais d'accord, monsieur Président. Moi, j'y étais à Bruxelles, je veux bien, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a perdu l'Artsakh. Et si on continue comme ça, on va perdre l'Arménie. Non. Il faut comprendre que nous sommes impliqués depuis le départ dans l'existence de la protection et de la sécurité de l'Arménie d'aujourd'hui. Nous avons participé à la formation de la sécurité, que ça soit en Arménie ou que ça soit en Artsakh. Nous avons donné notre vie pour l'Arménie d'aujourd'hui jusqu'en 1997. En 2004, on a décidé, et je vous le dis très sincèrement, de s'occuper de l'Arménie occidentale, et nous avons des raisons pour cela. D'accord. Et ça n'empêche personne de poursuivre l'aide à l'Arménie. On n'a jamais dit le contraire. Hein. Non, mais Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'aide. Le problème, c'est que la situation d'aujourd'hui, elle est préoccupante. Bien sûr. Donc, je donne la parole à Monsieur Duclerc pour clôturer réellement, et ensuite, Brigitte Devesa vient nous rejoindre. Oui, donc peut-être deux éléments. D'abord, et on le voit, enfin moi je l'ai décrypté, les Arméniens entre eux ne sont pas toujours d'accord. Donc c'est vrai que le front commun n'est pas toujours très facile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, le pouvoir de Pachinian en République d'Arménie est contesté, qu'il y a beaucoup de tensions, et que ça ne favorise pas, malgré tout, je veux dire, une défense unanime. Donc ça, c'est quand même un point qui s'explique parce que, encore une fois, vous avez compris, il y a une Arménie occidentale et une Arménie orientale qui se retrouvent dans la République d'Arménie. Et c'est vrai que les Arméniens orientaux, les Arméniens occidentaux sont très différents. Ça, il faut le reconnaître. Bon. Ça, c'est un premier point. Et justement, ça serait bien, effectivement, que peut-être les Arméniens et toute la diaspora travaillent un peu dans le même sens. Il y a quand même des tensions que moi, je vois et qui me laissent un peu sans voix. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que il y a la morale. La morale, c'est qu'effectivement, on est bien d'accord que les victimes, que les descendants des victimes du génocide des Arméniens doivent avoir réparation. Réparation qui peut prendre différentes sortes. C'est vrai que le traité de Sèvres a imaginé un État arménien pour justement protéger ces victimes, et ça n'a pas eu lieu à cause largement quand même aussi du volte-face des grandes puissances. La France pouvait créer, je veux dire, avec son mandat de Cilicie, la France avait reçu, effectivement, dans le cadre du traité de Sèvres et des conférences de la paix, un mandat en Cilicie et beaucoup d'Arméniens. La France abandonne les Arméniens et va signer, effectivement, avec le mouvement national turc, qui est le pire ennemi du traité de Sèvres. Donc, il faut quand même aussi qu'on balaye devant notre porte, et ça explique aussi largement ce qui se passe aujourd'hui. Bah oui. Bon. Donc, il y a la morale, et puis il y a effectivement la politique.
Et on sait bien que souvent la politique, elle ne veut pas de la morale parce qu'il y a des enjeux quand même économiques, géopolitiques, militaires, tout ça qui font que c'est pas en faveur des Arméniens. La seule chose que je voudrais dire pour terminer, c'est que parfois, je veux dire, défendre la morale, c'est une action politique aussi. Et c'est vrai que dans l'histoire, eh bien, les pays ou les grands dirigeants qui se sont dit à un moment donné, bon ben voilà, il faut quand même faire prévaloir le droit à la vérité sur le mensonge et sur la négation, ben parfois ils réussissent à entraîner les peuples et à faire que la justice, eh bien, ne soit pas totalement, ne disparaisse pas complètement. Donc moi simplement, ce que je voudrais dire, c'est que il y a quand même des chances de survie, il y a un avenir pour les Arméniens. Simplement, il faut que les Arméniens soient tous unis et puis qu'autour d'eux, il y a quand même un maximum de gens, dont effectivement le Sénat. Absolument. Avec vous. Voilà. Belle conclusion, n'est-ce pas? Je crois qu'on peut les applaudir. Merci, Monsieur Duclerc, pour vos propos. Merci vraiment. Je crois que tout le monde a été très intéressé. Merci Arménac Aprahamian. Merci. Je crois que, écoutez, vous nous avez éclairé. Merci Jean-Michel pour avoir animé effectivement cette soirée. Moi, j'ai été vraiment très à l'écoute, même si j'ai dû m'absenter un petit moment. En tout cas, on a appris beaucoup de choses sur la problématique de l'Arménie. En tous les cas, effectivement, nous sommes tous arméniens et je crois qu'on est tous d'accord pour dire une chose, tout simplement. Continuons ensemble, il faut continuer le combat. Il y a différentes façons de le faire et nous ne le ferons pas avec les armes. Voilà, nous le ferons parce que nous savons faire autrement. Bravo. Voilà. Alors, juste, je voulais d'abord vous remercier au nom de Madame le maire et de toute l'équipe et de Madame Karima Zerkani-Reynal également, qui est adjointe donc aux relations internationales. Merci de nous avoir honorés de votre présence. C'était très important pour nous. Et puis de toute façon, vous allez pouvoir continuer à échanger avec le public puisque vous avez quand même le verre de l'amitié qui vous attend. Et puis, écoutez, moi je voulais vous remercier. Je suis encore très touchée de voir tout ce monde. Et bonne quinzaine de l'Arménie. Merci. Et à très bientôt. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Une seconde de patience, s'il vous plaît. Écoutez, au nom de notre présidente, Madame Lydia Margossian, et au nom de l'Assemblée ici présente, si vous êtes d'accord, bien entendu, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, j'aimerais remettre la médaille de Boros Noubar, c'est-à-dire Boros Noubar, le président de la délégation nationale arménienne qui a travaillé donc auprès du Conseil suprême des Alliés pour la reconnaissance de l'Arménie occidentale. Je voudrais remettre cette médaille à Madame le maire, Sophie Joissin. Merci et je le lui remettrai et je pense qu'elle sera très honorée et je vous remercie. Merci. Mais si vous êtes d'accord, on peut aussi remettre la même médaille à Madame, notre sénatrice, ici présente, Madame de Vessa. Merci. Alors, double honneur, voilà. Alors, je vous la montre quand même, la médaille, parce que il faut quand même la voir. C'est une médaille magnifique. Elle est magnifique. Merci. Voilà, merci. En tout cas, au nom de la municipalité, merci. Alors, permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer, si on peut appeler aussi nos... Alors, je voudrais... On a du mal à l'arrêter. Alors, je voudrais remettre le... Vous savez, tout à l'heure, il l'a dit, mais je suis un peu arménien, et je voudrais remettre au nom de l'Arménie occidentale, donc, la citoyenneté d'honneur à Monsieur Vincent Duclerc. Bravo. Bravo. Et exceptionnellement, j'appelle Monsieur Patrick Delabédian à nous rejoindre, s'il vous plaît. Oui, merci. Pour lui remettre la citoyenneté d'honneur. Merci, Patrick. Alors, merci à tous. Est-ce qu'on peut faire venir les musiciennes? Est-ce qu'on peut appeler les musiciennes? Je crois. Diana, Chouchana. Ils sont partis, je crois. Alors écoutez, j'ai les médailles pour nos musiciennes et on va leur remettre absolument. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a aussi c'est un moment un peu exceptionnel. C'est l'anniversaire de Jean-Michel. Permettez-moi donc de lui remettre la médaille de Comidas. Joyeux anniversaire. Il nous a fait des cachotteries, Jean-Michel. Joyeux anniversaire. La médaille donc de notre grand ami Comidas qu'on remet à Jean-Michel. En fait, on est né le même jour. Et qu'on va remettre aussi
à tous nos musiciens. Bravo. Merci pour cette soirée. Et vous pouvez aller vous délecter juste à côté au buffet. Merci à vous tous. Et je voulais remercier les services de la ville qui ont quand même, voilà, qui sont encore là à cette heure-ci. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci à tous.